Bienvenue à tous dans ce premier épisode où on va traiter du changement, de comment passer à l'action, comment maintenir un changement sur le long terme. Et là, je trouve que l'expression plus facile à dire qu'à faire est vraiment adéquate. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Pourquoi ce sujet en premier épisode qui pourrait paraître un peu éloigné des sujets de durabilité? Je trouve que c'est le sujet parfait pour commencer un podcast sur adopter un mode de vie plus durable, parce que on a beau sensibiliser et dire oui, il faudrait mieux faire ça, il faudrait mieux faire ça, si on n'a pas vraiment une idée précise de comment on peut faire concrètement pour passer à l'action et pour changer, quels sont les freins qui nous empêchent la plupart du temps de passer le cap, et ben c'est pas inutile, mais on sensibilise et on n'a pas trop de passage à l'action. Donc là, je vais faire une première partie sur les freins et les solutions concernant simplement le passage à l'action, donc le démarrage du changement. Et ensuite, une seconde partie plutôt tournée vers le changement sur le long terme. Pourquoi, quand on commence, quand on a franchi ce cap, on n'arrive pas à garder les choses plus longtemps que 3 jours. Et de même avec les freins et les solutions pour y pallier. Et durant toute la durée de l'épisode, en fait, cet épisode peut s'appliquer à tout et n'importe quoi dans la vie, mais il y aura quand même quelques spécificités par rapport à l'adoption d'un mode de vie plus durable, parce que c'est le sujet du podcast. Voilà, cet épisode, ce sera un peu pour... Alors, parce que moi, souvent, quand je prends conscience de quelque chose, je me dis, oui, non, mais maintenant que je le sais, je compte que sur ma volonté, ma force mentale, et ben, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. J'ai cette idée d'épisode depuis longtemps, mais il y a des récents chiffres qui m'ont encore plus motivée à me dire non mais là, c'est la providence, il faut absolument que je parle de ce sujet. C'est des chiffres sur la consommation responsable, selon l'ADEME, donc des chiffres en 2025, qui dit qu'elle diminue. Donc déjà, plus d'un Français sur deux estime que consommer de façon responsable reste trop coûteux. Ça, je ferai un épisode sur ça un jour. Ensuite, 13% des consommateurs se disent très engagés, contre 18% en 2024. Donc là, je me dis, ok, une baisse. Donc on passe en un an de 18 à 13. Clairement, la deuxième partie est là pour ça, quoi. Comment ces personnes ont pu avoir envie de changer et puis au final retourner à leurs anciennes habitudes. Et ensuite, 20% des Français affirment tenter d'inciter plus qu'avant leur entourage à consommer de manière responsable, contre 26% en 2024. Ça veut dire que dans beaucoup d'entourages, les gens cherchent la petite bête, et je pense que la plupart des personnes qui ont ouvert les yeux et qui ont envie de progresser vers ces modèles de vie-là, ils en ont juste marre. Oh là là, je filme devant la fenêtre de ma chambre et il y a une espèce de grosse sauterelle qui vient d'arriver les espèces de barrières devant ma fenêtre. Mais qu'est-ce que... Mais je sais même pas si on dirait une sauterelle, mais en fait, c'en est pas une. Je ne sais pas ce que c'est. La biodiversité se porte bien, finalement. Pourquoi je fais un podcast sur la durabilité? Il y a des sauterelles devant mes fenêtres alors que j'habite en ville. Bon, pour un peu légitimer mon épisode, d'autres petits chiffres. Alors que la vague de chaleur en Europe de début d'été, donc où là on a tous souffert, déjà là, j'ai chaud alors qu'on n'est pas, on n'est pas en vague de chaleur, mais je me rappelle la souffrance. Donc non, mais c'est terrible en plus, a tué 3 fois plus en raison du changement climatique, selon des chercheurs du World Weather Attribution Group, qui ont fait un peu des statistiques et qui ont réussi à un peu séparer et à prouver que sans le réchauffement climatique, cette vague de chaleur aurait tué 3 fois moins. Donc on voit bien que les conséquences du problème ne se font pas attendre, même sur nous, parce que souvent c'est des conséquences dans d'autres pays, etc. Nous on est là, oh mais comment ça, changement climatique? Mais non, j'abuse, mais... Et ce qui est intéressant, c'est que 67%, donc là, chiffre de l'ADEME, de toute façon, tout sera en description, les sources, etc. Vous inquiétez pas, vous pouvez vérifier tous mes dires.
c'est que 67% des Français voient bien le lien entre leur choix de consommation et l'avenir de la planète. Et ça, je trouve ça... Et je le rappelle, 13% des consommateurs se disent très engagés. Ça montre à quel point il y a un gap entre les personnes qui sont convaincues que c'est la chose à faire et les personnes qui sont convaincus et agissent. D'où cet épisode sur mais comment agir, comment convaincre les 54% de consommateurs 67 moins 13, 54, attends, 67 moins 13. Oui, les 54% des consommateurs restants de se dire non, non, mais là, non seulement je sais et en plus j'agis. Passons sans plus attendre à la première partie. Pourquoi a-t-on du mal à passer à l'action et comment y remédier? En effet, ce n'est pas que 54% des personnes qui sont convaincues que consommer de manière plus responsable aiderait, ou enfin adopter un mode de vie durable, consommer de manière de plus responsable aiderait, et sont juste méchants ou bêtes et se disent non, non, moi je changerai pas. En fait, il y a plein de biais et de freins psychologiques qui peuvent expliquer ça. Et il y a des manières de les dépasser, c'est pas toujours facile, forcément. Et je trouve qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas victime de toutes les barrières en même temps, et ça dépend des gens, et il faut adapter à son cas, quoi. Et alors, pour m'aider, je me suis intéressée à ce qu'a théorisé Robert Gifford, ou Gifford, American Psychologist, en 2011. En fait, il a identifié 7 grandes familles de mécanismes psychologiques et communément appelés les 7 dragons. C'est beaucoup utilisé pour montrer pourquoi les gens n'agissent pas face aux problèmes environnementaux. Mais en fait, c'est quelque chose c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quel changement. Si on veut faire un autre changement dans nos vies qui n'est pas forcément lié à la durabilité, on aura à faire face à ces freins-là. Alors, petit disclaimer, ma première partie est très intéressante et je pense qu'elle peut beaucoup aider, mais je pense que la deuxième partie, elle est tellement positive et tellement dans le maintenir le changement à long terme, elle donne tellement espoir que je trouve que ça aide aussi à enlever les freins que là je vais décrire. Enfin, on va dire que les solutions de ma deuxième partie sont plus efficaces que celles de la première. Donc si jamais vous deviez choisir une partie à écouter parce que l'épisode est trop long, allez à la deuxième partie. Et si vous voulez rester avec moi tout le long, restez avec plaisir. Donc on commence par le premier frein de notre passage à l'action, alors qu'on sait que ce serait mieux pour nous, qui est la cognition limitée. Une incapacité à traiter l'information car elle est trop complexe ou trop abondante. Et de nos jours, c'est plus que jamais vrai parce que y a l'info-obésité, on est assailli de toutes parts, tout le temps. Forcément, ça en résulte à un stress, une perte de sens et on s'attache comme une sirène à son rocher, non, je sais pas. On s'attache à ce qu'on connaît. Et je trouve que pour les sujets de durabilité, si on n'était pas dans l'action avant, une information en plus, souvent, ça va juste encore plus nous freiner, encore plus être défaitiste et se dire, mais en fait, j'aurais beau faire tout ce que je veux, avec tout ce qui se trame, on est perdu, quoi. Et par exemple, là, la loi du plomb. Enfin, comment on peut ne pas être défaitiste face à ça, quoi? Et quand on n'est pas dans le mood de l'action et quand on s'intéresse pas aussi aux nouvelles positives, etc. Et même, je trouve que, du coup, moi, alors il y a 4 ans, 4-5 ans, non, 4 ans, j'étais un peu comme ça. Alors, j'agissais sur certains points, j'étais pas très engagée, mais j'agissais sur certains points. Mais sans vraiment croire que ce que je faisais était hyper utile. Et je pense que ça, c'est le frein qui m'a le plus bloqué, de ne pas voir à quel point, et c'est ça aussi que je montrais par ce podcast, à quel point les actions qu'on peut faire individuellement ont un grand pouvoir, parce que j'étais submergée d'informations négatives et biaisée
parce que voilà, j'ai un biais, le biais de la cognition limitée. J'étais trop bête. Non, non, c'est pas une question de bêtise, c'est vraiment juste nos cerveaux sont comme ça, quoi. Il y a pas de tout le monde est logé à la même enseigne. Et je trouve donc il y a cette chose-là vraiment, centrale et il y a d'autres problèmes liés à l'infobésité. C'est que de plus en plus par les réseaux, les contenus favorisés sont ceux hyper accrocheurs, hyper courts, parce que le temps de l'attention de nos générations, ne fait que diminuer et en fait l'information est très peu retenue parce que, bah, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc il y a même pas le stade de la sensibilisation, quoi. C'est on est saturé et enfin, il y a plus de place, quoi. On n'arrive plus à réfléchir, d'autant plus que on est addict aux distractions, référence à mon épisode de mon autre podcast Addict aux distractions, que vous pouvez retrouver Détente à réflexion ou sur YouTube, qui en gros dit que il y a plein de personnes, surtout de ma génération, donc bah, assez jeunes quoi, de la génération Z, bah ouais, même X, hein, non, pas X, Y. Y, c'est en gros ceux qui ont 35 ans et Z, c'est ceux qui ont 20-25. Et donc, le fait qu'on ait tout le temps ce besoin d'être distrait, quelle que soit la chose qu'on fasse, on, on a encore moins de place pour assimiler les informations dont on a été, qui nous ont assaillis tout au long de notre journée. Et ce qui bah, vraiment rend impossible le passage à l'action, quoi. Ça, je trouve ce frein très très intéressant et très vrai. Euh, et bah, la solution concrète, c'est vraiment la solution de toujours, c'est juste on limite sa consommation, quoi. Là récemment, moi je fais 1 heure le matin, 1 heure le soir, enfin la première heure de ma journée, du réveil bah, après 1 heure, et la dernière heure de ma journée avant le coucher, j'ai aucun écran. Parfois, il y a des exceptions. Par exemple, je note un truc rapide et tout. Mais c'est vraiment quelque chose à laquelle je me tiens. Parce qu'en fait, c'est fou à quel point ça clarifie mon esprit et ça me permet, oui, d'assimiler tout ce que j'ai reçu comme information. Et je pense que c'est vraiment le minimum pour retrouver un peu de quelque chose de sain dans sa vie. D'avoir les écrans, oui, mais de limiter le fait de piocher les informations par les réseaux, ça c'est ce qui tue en fait. Et de se dire que de toute manière on saura jamais tout, donc si au pire on regarde un peu moins les actualités ou on regarde un peu moins même juste son feed, parce que même si ça peut être des actualités nulles de people ou quoi, être en paix avec le fait qu'on ne saura jamais tout sur ce qui se trame dans le monde, puisqu'on est 8 milliards d'habitants, donc ce serait un peu compliqué, là la cognition est très limitée. Et sur le côté défaitiste, continuez d'écouter mon podcast. Non mais dans un peu, oui, de toute façon on va tous mourir, euh, se dire ou que c'est trop tard, se dire que bah, déjà c'est pas du tout trop tard, qu'il y a encore plein de choses à faire et qu'il est encore temps pour freiner et qu'il sera toujours temps pour freiner, quoi. Certes, on va dans le mur, mais si on agit dès maintenant, ça sera le passage vers la nouvelle société sera fait de manière beaucoup plus délicate. Du coup, sur les formats de choses à regarder, je trouve ça important de pas le faire de manière passive et de se dire un frein par rapport à la condition limitée, c'est qu'on sait pas par où commencer, on sait pas ce qui est le mieux, on se dit mais est-ce que ça va être utile, est-ce que machin, et écouter des formats plus longs déjà, ou alors si c'est sur des formats courts, l'enregistrer, prendre des notes plus tard, ça, c'est sûr, c'est pas, voilà, on faut faire un minimum d'efforts, mais au moins on n'a pas ce côté perdu et on est moins angoissé, tout simplement moins angoissé. Et alors là, voilà, je parle beaucoup de durabilité sur le changement, mais ça vaut aussi pour le changement de manière générale. Parce que sur n'importe quelle chose qu'on veut faire ou chose qu'on peut devenir, on peut pas avoir toutes les informations.
Et un trop plein d'informations peut se dire, bah, encore une fois, c'est impossible, etc. Passons au deuxième dragon de frein psychologique. Les idéologies, voilà, nos croyances nous empêchent d'avancer. En fait, le fait d'être profondément attaché à certaines traditions, d'avoir conscience qu'un changement, je sais pas, vous prenez un exemple pour vous, peut être bénéfique pour nous, mais il va à l'encontre de certaines choses qu'on respecte, que ce soit la religion, les traditions familiales, etc. Et du coup, c'est incompatible et on change pas, tout en sachant que c'est mieux pour nous. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment très vrai pour le fait d'adopter un mode de vie durable, parce que même si on a tous les arguments pour montrer que bah, on aura une meilleure qualité de vie, ça va tellement à l'encontre de plein de choses qui sont perpétuées que c'est souvent rejeté sans, sans remords. Et quelque chose aussi pour la durabilité, c'est que pour ce frein, c'est que on a souvent la croyance que le progrès technique nous sauvera. Et du coup, on est bloqué là-dedans et on va pas agir parce qu'on attend un peu le miracle, quoi. On se dit, ah, mais de toute manière, on trouvera la solution. Et déjà, souvent, les solutions, c'est que dirigées vers le climat et ça met à mal la biodiversité, mais bon, soit. Mais en plus, même si je disais tout à l'heure, oui, on a le temps, c'est vrai, mais le progrès technique, c'est pour mettre en place des choses, on parle de dizaines d'années, alors que nous, on peut juste démarrer maintenant tout de suite et on sait pertinemment que, enfin, imaginons que tous les Français d'un coup se mettent à consommer de manière durable, bah, il y aurait enfin, pas plus de problème parce que bah, y aurait les autres pays dans le monde. Mais si tous les terriens se mettaient à consommer de manière durable là tout de suite maintenant, bah, le problème. Enfin, il y aurait certaines conséquences parce qu'on a fait des trucs pas fous avant. Mais ça m'énerve, ma chambre elle résonne. Bon, c'est pas grave. Je suis pas contente du tout. Mais les conséquences seraient vraiment enfin, rien à voir avec là ce qu'on va subir parce que personne n'agit. 13%, 13% je le rappelle. Alors que 67% se disent mais bien sûr que c'est utile d'agir. Non mais en vrai, écoutez les freins au changement. Et en vrai, prenez des notes. Enfin non, faites comme vous voulez, mais je me dis, s'il y a quelque chose qui vous dit ah ça c'est tout à fait moi, bah dites-vous ok, je me le note pour pas que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Même si vous êtes sur un format plutôt qui évite en général ce genre de choses et qui est assez long. Et avec toutes mes élucubrations, vous avez le temps d'assimiler les informations importantes. Et du coup, comme solution, j'en ai pas 36 000. En fait, c'est un peu des choses utopiques, mais juste, bah, genre, sincèrement, face aux traditions, se dire est-ce que ça privilégie mon bien-être et celui des autres. C'est par exemple, j'ai cet exemple en tête là parce que bon là, je ne bois pas d'alcool et c'est toujours un problème dans les... Enfin, toujours un problème. En vrai, ça va, mais dans les situations sociales, c'est souvent un problème. Et de me dire, bah non, moi, je suis comme ça et je sais que c'est mieux pour mon bien-être. Même si, bon, c'est pas le pire, hein, l'alcool, bon, quoique. Quoique, allez écouter mon épisode sur l'alcool, le détente à réflexion. Euh, mais voilà, de se dire, bah non, même si voilà, il faut trinquer à la santé de je sais pas qui à son anniversaire, bah moi, je privilégie moi. Et par exemple, un ami à moi, il va me dire, bah, il va privilégier mon bien-être et me dire, tu as tout à fait raison, les traditions, on s'en fout, ne bois de l'eau dans ton verre à champagne. Mais bon, ça demande de faire preuve d'honnêteté, de sincérité avec soi, et j'ai pas trop étudié la question du déni. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont aussi dans le déni et qui refusent de se dire non mais c'est pas par rapport aux traditions, c'est que machin et tout et du coup il y a ce problème-là aussi. Bon ce sera pour une autre fois. Passons au troisième dragon. Bah, en vrai ça me fait trop rire qu'il appelait ça les dragons. Genre, c'est un psychologue. Attends. C'est un psychologue, enfin, c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Il fait des études sur les biais cognitifs et il s'est dit, j'appelle ça les dragons. C'était peut-être un fan de médiéval fantasy, qui sait. Ou alors il s'est dit, ouais, les dragons, c'est dur à combattre, c'est pas beaucoup n'y arrivent. Mais avec cet épisode, on appellera ça les pouces, hein. Oh, non. Bon alors, incrédulité, le troisième. Le fait d'être sceptique.
Bah ça, l'incrédulité encore. Alors, je trouve que déjà sur les changements de base, moi j'ai tendance à être un peu méfiante de me dire, par exemple, oui, tu vas voir, t'as mal au dos, mais si tu fais un peu de yoga, t'auras moins mal au dos, etc. Je vais être là. Bah, peut-être pour toi, mais pas sûr que ça marche pour moi. Enfin, je vais toujours être méfiante et ne pas faire confiance à ceux qui ont déjà attesté la chose avant de le voir par moi-même. Mais sauf que comme j'ai cette méfiance, et bah, je passe pas à l'action pour réellement voir par moi-même. Et dans le réchauffement climatique, etc., je pense que on voit tous l'incrédulité, mais je pense que pour le fait de croire au réchauffement climatique, c'est pas forcément le problème que je veux aborder dans ce podcast, parce que bah, je pars du principe que la plupart des gens sont convaincus que c'est un vrai problème et que c'est mieux de vivre de manière durable que de vivre de manière pas durable. Mais je pense qu'il y a quand même peut-être à convaincre sur le fait que c'est pas un sacrifice et que bah non seulement ce sera mieux pour l'environnement mais aussi ce sera mieux pour nous. Et ça, je trouve, avant de le vivre, il y a un scepticisme certain, quoi. Mais du coup, le conseil encore est... La solution est évidente à la fois, mais dure, quoi. C'est juste être humble et se dire, bah, faut que je fasse confiance aux autres, j'ai pas la science infuse, et arrêter de voir tout le négatif tout le temps en premier et se dire, bah, il faut essayer. Ensuite, le quatrième dragon, la comparaison aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment à double tranchant, parce que à la fois, se comparer aux autres, on peut voir bah, toutes les choses incroyables qui sont faites et se dire « Ah, mais trop bien, je veux être pareil ». Et souvent, c'est l'inverse, et on voit tous les gens qui font bah, des choses pas folles, ou qui ne font rien, et ça conforte dans l'inaction. On se dit, bah, on n'est pas tout seul à faire ça. En fait, il n'y a pas encore eu le basculement social de quand ce sera bizarre de, par exemple, je sais pas, pas faire son compost. Quand ce sera vraiment hyper mal vu socialement de pas vivre de manière durable, parce que, bah, pourquoi tu joues contre ton camp? Finalement, c'est ça, en fait, on joue contre notre camp. On vit d'une manière qui nous détruit, bah... Pourquoi? Bon, je dis ça, mais je comprends, hein, on a l'impression que ce serait se priver, vivre dans la souffrance, etc. Et bah, pourquoi ce sera à nous de le faire et pas les autres? Et dans le changement, alors dans la durabilité, je trouve que c'est vraiment négatif, et ça, on se justifie beaucoup. Et dans le changement en soi, de n'importe quel autre changement, c'est plus ça va nous conforter que bah, si on continue à vivre sans faire ce changement qui nous tend les bras, bah on va pas mourir, quoi. Il y a plein d'autres personnes qui le font pas, donc bon, c'est que ça va. Et du coup, quelque chose de très intéressant concernant l'inaction, et l'inaction et la comparaison aux autres, c'est le triangle de l'inaction, qui a été théorisé par Pierre Perrotou, qui dit en fait que attribuer la responsabilité aux autres ne permet pas l'action. De toujours dire ah mais oui, mais en même temps eux ils font pas, et bah ça nous incite pas à nous dire ah non mais en fait moi j'ai besoin d'agir indépendamment de ce que les autres font. Je vais vous lire un peu le schéma qui est très intéressant, je le mettrai en source aussi. C'est souvent entre l'État, les entreprises et les concitoyens, les citoyens. Les consommateurs se disent les industriels, les lobbies ont le pouvoir d'action et ils freinent un minimum les initiatives écologiques. Ils se disent aussi, les politiques défendent un peu l'intérêt général, défendent peu, pardon, j'allais dire un peu, ah bon, défendent peu l'intérêt général, bon, ils défendent un peu, mais pas beaucoup. L'intérêt général, ils sont là pour leur intérêt personnel. Ensuite, il y a les entreprises qui disent, c'est à l'État de fixer les nouvelles règles. Si notre entreprise bouge avant nos concurrents, nous perdons de l'argent. Il est dit aux consommateurs, c'est aux consommateurs de faire les choix, nous fournissons ce qu'ils demandent. L'État dit, lui, les vraies ressources sont aux mains des entreprises, l'État n'a pas les moyens de tout faire. Et il dit aux consommateurs, on a les politiques que l'on mérite. Ah bon? C'est d'abord aux citoyens de voter pour les politiques qu'ils désirent. Quelle politique? Ça, c'est la pire excuse. Non, mais en vrai, toutes les excuses sont mauvaises, quoi, parce que c'est juste... c'est parce qu'il y a un mini fond de vérité, bah on se dédouane et du coup personne n'avance et on est là, bon bah les gars, tout le monde joue contre son camp, le camp des terriens. Et ça, bien sûr, on peut l'appliquer aussi aux autres personnes et aux autres pays. Se dire, bah
voilà, pourquoi la France n'utiliserait pas de pesticides alors que l'Espagne en utilise. Bon, après ça, un débat vraiment. Et encore une fois, je trouve que ce frein est vraiment particulièrement adapté au réchauffement climatique, etc. Bon, après, en même temps, c'est un truc qui est censé faire ça, mais parce que pour le changement de manière générale, je trouve qu'on a plus tendance à regarder les choses positives qui nous motivent. Par exemple, moi, je fais de la gym. Bah, j'aurais plus. Enfin, je vais regarder Simon Biles, je vais pas regarder des gens qui échouent, quoi. Enfin, je peux, hein, mais je veux dire, si je regarde des gens nuls, bah, je vais juste être là, bon, bah, moi aussi, je suis nulle. Du coup, je vais rester nulle. Enfin bon, alors que là, non, je regarde des trucs qui me motivent et j'ai envie de progresser. Mais du coup, on peut appliquer ça à l'écologie et se dire, mais pourquoi, en fait, pour un mode de vie durable, on arrête on n'arrêterait pas d'être sceptique et de regarder tout ce qui va pas en regardant toutes les choses incroyables qui sont faites autour de nous. Et c'est aussi pourquoi pourquoi j'ai envie de faire ce podcast, c'est de montrer qu'il y a des personnes qui font des choses folles et même des personnes qui font des choses moins folles. Enfin, par exemple, moi, genre, je fais pas. J'essaye de faire de mon mieux et je suis pas quelqu'un qui a des ressources exceptionnelles ou quoi. Je suis vraiment comme tout le monde et pourtant, j'arrive à faire des choix qui sont vraiment plus alignés avec la survie. Donc, cinquième dragon, les coûts irrécupérables. On a investi dans quelque chose, il existe une meilleure option pour nous, ou une option plus écologique, mais on veut rentabiliser ce produit. Et alors ça, pour moi, c'est pas le plus grave. Enfin, c'est un frein, certes, mais je trouve que c'est un peu le plus entendable de se dire, bon, bah, j'ai acheté ça. En plus, souvent en écologie, faut pas. C'est pas parce qu'on a acheté quelque chose qui a pas été fait de manière éthique, etc., qu'on doit le remplacer par quelque chose d'éthique, parce que bah, il faut pas trop le jeter et il faut aussi garder les choses qu'on a, même si elles sont pas forcément bien. Et aussi, je me dis, bon, bah, si on a ce frein-là, on n'a pas investi dans tous les aspects de notre vie sur ça. Et il y a forcément d'autres endroits où on peut agir tout en ayant conscience que bah, cette chose-là, elle va pas et que quand on l'aura rentabilisée, bah, on pourra faire autrement. Et aussi, une petite réflexion par rapport à l'argent, c'est qu'il faut être honnête et se dire ces coûts irrécupérables, euh, est-ce que vraiment c'est pour rentabiliser parce que je peux pas me le permettre, etc. Ou est-ce que c'est que j'alloue consciemment mon argent ailleurs, tout en sachant que j'aurais pu faire ça dans l'absolu. Voilà, c'est des choses à se demander, quoi. Avant de dormir, tiens, quels sont mes coûts irrécupérables? Bon, et enfin, le sixième. Ah non, il y en a 7. Il y en a 6 ou 7? Il y en a 7. Bon, l'avant-dernier, les risques perçus. Et là, c'est pour dire que tout changement aura des effets négatifs, positifs, neutres, mais aura des effets. Et que on se concentre trop souvent sur... En fait, il y a vraiment un biais qui fait que quand on pense au changement, on pense tout de suite à tout le négatif, ce qui accentue la perception du risque au changement. Et ça, je trouve ça vraiment, mais là, notre cerveau joue contre notre camp, hein, de se focaliser sur le négatif, c'est pénible. Et je trouve que ça montre aussi peut-être pourquoi les gens ont toujours quelque chose à redire au niveau de l'écologie. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, quand je parle dans quelque chose, etc., que la personne en face me dise ah oui, mais bon, quand même, on n'aura plus ça. Bah oui, mais c'est à chaque fois un petit truc négatif qui, bah, soit, mais bon, il y aura tellement d'autres externalités positives que c'est quand même fou de se concentrer genre sur le seul truc qui, bon, bah, c'est un peu dommage, mais on va s'en remettre, quoi. Et un truc que j'ai fait récemment, j'ai fait la fresque 2030 glorieuse, qui est un peu, qui est super. En fait, on imagine un peu l'utopie du mode de vie durable. Comment serait la vie en 2030 une fois qu'on a réussi à faire tous les changements nécessaires, que ce soit au niveau bah, des citoyens, des politiques, des entreprises, etc. Et,
Et la règle de la session, c'est de ne pas dire, quand quelqu'un propose une idée ou même quand nous on parle, c'est difficile, hein, de ne pas dire oui mais et de dire oui et. Et ça, vraiment, ça change dans le cerveau. Parce que, bah, par exemple, si l'exemple que j'utilisais avant, si je dis ah, mais oui, mais en fait, on pourrait faire ça, 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 la personne va, mais c'est systématique, hein, va dire oui, mais il y aura ça. Et si elle se dit oui, et si elle change sa manière de voir les choses et qu'elle dit oui, et ben elle pourra peut-être mettre en lumière une des externalités positives qui donnera encore plus de force à l'action à mettre en œuvre. Et ça, même dans le quotidien, au-delà de l'écologie, hein, pour un changement quelconque, de dire, bah, je sais pas, vous voulez dormir plus, bah, au lieu de dire oui, mais je pourrais plus, je sais pas, lire pendant jusqu'à 4 heures du mat, bah, dire oui, et je pourrais voir le lever du soleil. Enfin, c'est des exemples bizarres, mais vous m'aurez comprise. Et ceci étant dit, j'ai remarqué, enfin, j'ai mis en lumière quelques risques qui, je trouve, se répètent quand on veut entamer un changement dans nos vies. C'est bon, déjà la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de devenir du différent, de devenir différent de l'inconnu, que le fait que l'homme s'accroche à ce qu'il est. Et ça, bah, c'est légitime, mais il faut juste se dire que on, quand on pense au changement, on visualise tout de suite la fin, mais enfin ça arrive pas rapidement, quoi. On devient vraiment petit à petit quelqu'un d'autre. Et puis même, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est avoir une version plus alignée avec ce qu'on aimerait être. Enfin, c'est aligner nos actions avec nos valeurs, donc c'est du moins pour la durabilité, mais je pense aussi pour tous les changements. Enfin, si on veut changer, c'est qu'on vise à évoluer vers quelque chose de mieux, donc plus en accord avec ce qu'on pense. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'inverse et qui disent oh là là, je suis vraiment trop calme en général. Ce serait bien d'être un peu de violence dans mon quotidien. Et puis, dans le cas où ce serait finalement une mauvaise idée, bah, on peut toujours revenir, quoi. On n'est pas bloqué dans le changement. Si on a changé dans un sens, on peut changer dans l'autre. À part si on fait, je sais pas, une chirurgie. Je sais pas si la chirurgie esthétique, on peut changer dans un sens et revenir dans l'autre, ou si c'est mort après. Et sur la chose de s'accrocher un peu à ce qu'on a, c'est peut-être se rappeler que les habitudes qu'on s'adapte hyper vite. Enfin, par exemple, moi j'étais une grande fan de lait. Et puis un jour, je crois il y a 5 6 ans, j'ai lu un article qui disait oui, en vrai, bizarre non de boire le lait d'une autre espèce. Et j'étais là, mais c'est vrai que c'est vraiment, ça m'a un peu dégoûtée. Et comme là, franchement, la solution de remplacement est hyper facile, c'est les laits végétaux. Donc du jour au lendemain, j'ai changé. Alors ça va être en contradiction avec ma seconde partie, mais c'est parce qu'en même temps, j'ai une bonne chose pour remplacer. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, tout va s'illuminer quand j'en parlerai. Et puis franchement, le goût, je me suis habituée tellement vite, alors que j'aimais ça, hein, je buvais du lait hyper souvent et j'adorais le lait, etc. Mais ça m'a jamais manqué, et maintenant je préfère le lait végétal. Donc, enfin, juste notre corps et notre cerveau, ça a une capacité d'adaptation dont il faut se servir, et il faut se dire, bah, j'ai pas peur parce que je sais que de toute manière, je vais m'adapter. Après, y a, on s'adapte aussi, parce que là, c'était un changement quand même, un petit changement. Si on fait tout d'un coup, bah, c'est plus difficile de sincèrement s'adapter. Ensuite, dans les risques que je vois, c'est la peur d'être jugé, souvent bah, par son entourage. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Enfin, en fait, faut tout simplement s'assumer et être prêt à discuter avec les personnes, être 100% honnête avec soi-même, honnête avec les autres, et ouais, assumer ce qu'on fait. Se préparer aux éventuelles critiques, et en vrai se dire que parfois on peut avoir de belles surprises et des soutiens. Enfin, si on va voir ses proches en disant bah voilà, je vais faire ça ça ça, et bah ça se trouve ils vont dire ah bah je le fais avec toi, et hop, vous faites le changement à deux, c'est quand même bah plus facile.
Ça permet d'enlever ce frein de peur du jugement. Après, vous pouvez toujours vous faire juger à deux, mais c'est moins difficile. Et un autre risque que je perçois et qui pour moi est un frein. Finalement, là, j'en ai même plus on est même plus dans les freins des dragons, là, mais juste d'autres freins par rapport au risque perçu. Euh, c'est quand on vit à plusieurs, d'avoir une initiative, un changement qui un peu réalloue les tâches de la maison et qui, du coup, si on communique pas bien aux autres personnes, sont, sont plus allouées de manière équitable. Et donc ça, faut juste être, encore une fois, honnête et bien communiquer et ne pas vivre avec des personnes qui ne nous soutiennent pas, finalement. Mais après, bon, si vous vivez avec des personnes qui vous soutiennent pas, et ben, partez! Non, je veux pas vous dire de partir, mais bon, il faut savoir que c'est un frein. Passons au dernier dragon, le comportement limité. C'est le fait d'avoir tendance à privilégier les choix faciles à impact modéré à des choix engageants à impact élevé. Ça, je l'ai très bien vu, justement, je vais reparler de la gym, parce que ça fait quelques années que je me dis, j'aimerais trop faire rondette flip en gym. Et je me dis, tous les matins, il faut que je m'étire, il faut que je fasse machin, il faut que j'essaye d'aller à un stade, ou. Enfin, je sais pas, je sais pas quels objectifs j'avais, mais clairement pas des objectifs me permettant de réaliser cette volonté. Et puis là, je me suis dit, en fait, il faut juste que je m'inscrive à un club de gym, tout simplement. Voilà, en fait, je repoussais ce choix évident, certainement lié à ce biais cognitif des comportements limités. Et au niveau de l'environnement, je trouve que, déjà, c'est mieux que rien. Voilà, faire des choses, même si c'est euh, un peu impactant, au moins, on a le mérite de le faire. Et je pense que quelque chose pour limiter ça, niveau écologie, ce serait bien se mettre en tête les ordres de grandeur pour réallouer son énergie. Parce que par exemple, on n'aura peut-être pas idée que je sais pas, manger végétarien, ça sauve beaucoup plus d'eau que raccourcir ses douches. Et là, on se dira, ah punaise, c'est vraiment très dur pour moi de raccourcir mes douches et pas forcément devenir végétarien. Bon, je vais arrêter de faire un truc qui a pas beaucoup d'impact et passer à quelque chose de plus conséquent, quoi. Maintenant, après avoir réglé tous ces freins et qu'en fait c'est un problème de pure volonté, et je pense que la partie 2 va beaucoup vous aider. Déjà, peut-être petit conseil, si c'est vraiment une volonté mais qu'il faut juste le démarrer, faites la règle des 2 minutes, c'est la chose que vous repoussez. Vous vous dites, ok, je la fais pour 2 minutes. Et vous vous mettez à la faire pour 2 minutes et vous voyez si vous en faites plus ou pas au final. À savoir que le cerveau déteste quand on ne finit pas quelque chose qu'on a entamé. Donc bon, je sais pas si les 2 minutes seront vraiment que 2 minutes. Mais dites-vous que c'est 2 minutes, sinon ça va vous décourager, vous allez dire ouais mais c'est 2 minutes, mais après je vais me faire piéger par mon cerveau qui veut finir, machin. Non, non. Dites-vous 2 minutes max. Et peut-être aussi de manière générale, se dire que ça semble difficile de changer, mais qu'au final, entamer le changement, ça sera moins terrible que de rester non aligné avec ses valeurs et que, par exemple, un mode de vie durable, c'est tellement, ça soulage tellement de plus vivre en désaccord avec avec ce qui est clairement mauvais pour nous et donc on peut peut-être se rappeler ça, ok, bon, ce que je le fais vraiment pour. Finalement, je choisis la voie, c'est pas la voie de la facilité, hein, mais c'est un peu de se dire, je préviens les difficultés à venir. Bon, maintenant qu'on a réussi à dépasser les 7 dragons, imaginez, vous êtes dans le ciel, vous dépassez les 7 dragons, plus les quelques risques que j'ai évoqués, qui sont qui sont des prérodactyles, comment on dit les dinosaures volants, qui sont des dinosaures volants. Nous pouvons donc passer à la deuxième partie. Pour
Pourquoi a-t-on du mal à maintenir un changement dans la durée? Et forcément, comment y remédier? Bah, en fait, tout simplement, on a une mauvaise manière, d'aborder le changement. Déjà, première chose, un peu la base, je pense que vous l'avez, mais je le dis parce que vaut mieux être clair. Tout changement de comportement passe par le quotidien et par les habitudes qu'on met en place. C'est la base pour passer de la prise de conscience à une action, long terme. Et comme on le sait, il faut à peu près 21 jours pour prendre une nouvelle habitude ou pour enlever une mauvaise habitude. Mais à mon avis, déjà, sur ces 21 jours, je pense que c'est 21 jours si on fait la chose de manière, quotidienne. Mais il y a certaines actions qu'on peut pas faire forcément, tous les jours et qui pourtant sont des comportements à changer. Par exemple, là, j'ai l'exemple du compost en tête. Bon certes, alors déjà on va peut-être pas jeter, on n'aura peut-être pas, des épluchures de carottes tous les jours à jeter dans sa poubelle, mais quand bien même on fait ce geste, je trouve que le geste de jeter son ensuite le «nouveau contenu» entre guillemets de sa poubelle, dans la poubelle dédiée, c'est forcément pas quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est surtout ça qui est difficile à mettre en place, enfin qui est plus, challengeant. Donc je pense que la prise d'habitude est un peu plus élevée quand ça concerne des tâches qui sont pas co qui sont pas quotidiennes, tout simplement. Voilà, et pourquoi les habitudes, ça change tout, c'est que une information ou une action ponctuelle, bah, on la fait, on la reçoit, ça nous marque sur le moment, ou alors ça nous marque pour toujours, hein, il y a des informations qui nous marquent pour toujours, mais en général, on se rappelle pas de tout, quoi, de ce qu'on voit dans notre vie, même des informations qui sont choquantes, choquantes ou pas choquantes, et alors qu'une habitude, au bout d'un moment, on sait pourquoi on l'a fait si on y réfléchit, mais c'est pas parce qu'on mais on la fait pas de manière consciente tous les jours. On l'a fait parce que c'est normal et pas parce qu'on se dit: «Ah oui, par exemple, on se lave les dents, oh là là, pour pré on le fait par automatisme. On se dit pas tous les matins, «Oh là là, mais c'est vrai qu'il faut que je prévienne les caries, qu'est-ce qu'il faut faire ah oui, me laver les dents, bon allez». Bon voilà, on a acquis ce geste et heureusement qu'on a des quotidiens avec des automatismes, sinon, bah, on aurait, pas assez d'énergie mentale pour faire tout ce qu'on est censé faire pour maintenir un semblant de qualité de vie. Et pour le vivre de manière plus durable, c'est très vrai parce que se sensibiliser, c'est hyper important, comme je l'ai dit précédemment, pour ne serait-ce qu'avoir les ordres de grandeur ou pour voir les choses bien qui sont faites, les choses bien qu'on peut faire, etc. Mais se sensibiliser pour toujours en disant: «Ah bah, ce serait bien de faire ça. Ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça» et réfléchir, aux problèmes et trouver toutes les solutions mais ne rien faire de concret, bah, c'est comme si on se sensibilisait pas, quoi. Se sensibiliser sans action, il y a beaucoup de S dans cette phrase. Se sensibiliser quoi sans action, oh là là! Donc oui, se sensibiliser sans action, oh! Ce serait pas un slogan? Se sensibiliser sans action? Bon. Et bah, c'est comme si on savait rien. C'est ça sert à quoi de savoir des choses si on les applique pas? Pour les dire aux autres pour qu'ils appliquent? Comme moi finalement. Non, 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 moi je fais, moi je fais. Mais bon, donc ça c'est pourquoi, les habitudes et le problème, c'est que quand on a donc, compris que les habitudes étaient utiles, enlevé les freins du passage à l'action, on a tendance à trop faire et ça, c'est en fait, à chaque fois, c'est pour ça que ça échoue, c'est qu'on voit toute l'ampleur des choses à faire, que ce soit pour n'importe quel changement, hein, pas forcément la durabilité, donc vraiment adapté, à votre contexte. Mais bah, justement, on n'adapte pas à son contexte, on prend des idées sans les rendre, réalisables de notre côté et on les applique par la simple force de notre volonté et du coup, en fait, on essaye trop fort pendant trop longtemps et en fait, la volonté, la force mentale, si on est à son maximum tout le temps, pour si on a envie de devenir une autre personne et prendre toutes les bonnes habitudes d'un coup et bah, juste, au bout d'un moment, on la recharge pas et c'est comme une batterie, ça tombe à plat et c'est pour ça que toutes les mauvaises habitudes reviennent. Comme, en général, les résolutions de début d'année, on s'est dit: «Oh là là, janvier, non, 2025, c'est mon année. Je vais courir un marathon, cuisiner tous mes repas sans exception, dormir 8, 9 heures par nuit,
7 jours sur 7, faire du sport tous les jours. Enfin bref, bon, j'abuse, mais c'est l'idée. Et en fait, ça s'explique scientifiquement, le fait d'avoir une batterie à plat. C'est juste que bah, le cerveau, il est pas fait pour dépenser de l'énergie. Il est plus fait pour essayer de la garder, quoi, et faire les choses de manière raisonnable. Et je trouve que ça semble assez logique, en fait, de se dire que bah, si toute la semaine, on millimètre notre emploi du temps pour être la meilleure version de nous-mêmes idéale, qu'au bout d'un moment, bah, juste on sera à plat, on n'aura plus d'énergie et la machine n'avancera plus, quoi. Et ça me fait penser forcément à la robustesse vs la performance, et ça c'est aussi lié à tous ces sujets de durabilité, de se dire qu'en fait on cherche tout le temps à être au maximum, à être à 100%, à faire les choses, à optimiser tout, et en fait on n'est pas fait pour ça, genre littéralement, parce que moi en général on applique ce concept plutôt à l'écologie, et ça va un peu contre aussi le technosolutionnisme, etc. Et de se dire que bon bah voilà, les plantes, enfin que la nature, etc. C'est beaucoup plus relié à la robustesse que la performance. Mais ça, je ferai un épisode là-dessus parce que bon, c'est des concepts qui- que qu'on ne peut pas résumer si facilement que ça. Mais juste pour appliquer ces termes à nous, à notre manière de fonctionner, notre corps, notre cerveau, etc., il peut tenir sur le long terme en étant robuste, mais pas en étant performant. Enfin, s'il est à 100% tout le temps, au bout d'un moment, il tombe, alors que s'il est à 30% tout le temps, et bah, il y a des moments où il pourrait être plus, et il a une base qui reste comme ça. Je sais pas si c'est 30%, 100%, c'est pour donner un peu l'idée. Et je trouve qu'au niveau de la durabilité, c'est facile aussi de tomber dans de voir tous les problèmes et de passer le biais de la connaissance limitée et de se dire ok, il faut que je change là, 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 et de se précipiter pour faire tous les changements. Et au final, peut-être que ça explique de passer de 18% à 2024, ils sont très engagés, à 13%. C'est que peut-être les personnes ont voulu trop faire et au final, bah, juste ça tient pas. Et parce on peut pas tout tenir comme ça et ils sont pas pris de la bonne manière, c'était trop. Et idéalement, forcément, il faudrait, vu l'urgence qui nous assaille, il faudrait pouvoir tout faire d'un coup et bien et tenir sur le long terme, mais bah, c'est pas possible. Donc il faut se raisonner et se dire, ok, bah moi je vais commencer par ça et le mettre en place et que ça devienne naturel et en plus et ensuite attaquer d'autres choses. Le choix le plus durable, c'est vraiment ce qu'on peut tenir sur le long terme et pas tout d'un coup, puis plus rien en 2025. Imaginez en 2026, on passe de 13 à 2, oh là là. Non, non, avec ce podcast, on va passer de 13 à 67. Non, non. Et en même temps, sur cette chose de vouloir tout faire d'un coup, c'est que on est biaisé parce que dans la société, c'est très valorisé les personnes qui réussissent à tout faire d'un coup. Parce que je pense qu'il doit y avoir des exceptions où ils arrivent à adopter de nouvelles habitudes et les garder sur le long terme, hein. Ça, c'est les biais cognitifs et tout, ça s'applique de manière générale, mais on peut toujours les dépasser, à mon avis. Donc, c'est valorisé, et si on réussit pas, la réponse ce sera ah bah t'as pas assez essayé, t'as pas, t'as- tu manquais de volonté, t'as, t'as pas fait assez d'efforts, sans se rendre compte que bah en fait peut-être que l'effort et le fait de se compter que sur sa volonté, c'est ça le vrai obstacle. Je m'explique, parce que ça c'est vraiment la partie la plus intéressante. J'ai mis en lien les sources dont je me suis inspirée. Mais, en fait, ça a été prouvé scientifiquement que c'est biologique, quoi. C'est pas une manière de penser ou quoi, c'est juste la manière dont notre corps fonctionne. Et en fait, quand on privilégie l'optimisation, l'effort, se forcer tout le temps, faire plus, tenir le coup, et ben on se bat contre les tendances naturelles de notre cerveau. Et voilà, et en fait, la neuroscience est claire là-dessus, c'est que si on compte sur la volonté pour changer dans la durée, on va finir par craquer. Et ça, vraiment, déjà, moi, je suis hyper contente de cette information, parce que moi aussi, en fait, je pense qu'on a tous un peu cette image dans notre tête de, bah, une personne est trop forte quand elle fait tout par sa volonté, les sacrifices et tout pour réussir et changer de manière
rapide et impressionnante. Ça aussi, on est un peu matrixé par les réseaux avec les avant-après des changements, souvent, physiques, on se dit: «Ah là là, mais moi je veux tout de suite aussi» et puis du coup ça nous entraîne à faire encore plus tout de suite et du coup à tout abandonner, au bout de très peu de temps. Du coup, moi, je suis contente parce que j'aime bien, la lenteur, j'aime bien, faire les choses petit à petit et là, genre, j'ai la preuve que c'est parce qu'en fait, depuis le début, je m'écoute bien, quoi. Je sais que c'est la chose à faire et je me sens plus alignée comme ça à progresser et de réussir à tenir les changements avec facilité. Parce que oui, en fait, la solution à tout, c'est, de se ménager et du coup, bah, comment mais c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Comment exploiter les tendances naturelles de son cerveau et ne pas se surcharger? Et ben, en fait, la chose, c'est de ne pas raisonner par objectif, mais par système. Pour en fait créer un un système, encore une fois, bon, j'ai un peu expliqué ce qui crée le système, mais donc créer un système pour faire en sorte que, le changement à adopter soit automatique et peuvent tenir un petit peu de la volonté, mais pas que ça et que si la volonté fluctue, le changement ne le l'habitude ne fluctue pas. Et ça, en fait, c'est ce qu'on veut parce que comme je l'ai dit, c'est impossible d'avoir une volonté, équanime, sur, 7 jours sur 7. Donc là, on a la solution, le système indépendant de notre propre volonté. Et du coup, pour mettre en place ce système qui va nous permettre de progresser de manière stratégique et qu'en fait le changement sera inévitable, il y a des éléments à mettre en place et ça, bah, faut peut-être la volonté pour mettre en place ces éléments, mais bon, bah, parfois on a de la volonté, hein, pour mettre en place ces éléments. On n'est pas c'est pas, une fois qu'ils sont mis en place, ils sont mis en place, on n'a plus besoin de volonté et ça, par contre, ça marche vraiment pour tout. Ça marche, pour, n'importe quel changement que vous voulez, entamer, et bah, c'est à utiliser et mais c'est des choses que vous avez déjà entendues, je pense, hein. C'est pas révolutionnaire, hein, en fait, c'est révolutionnaire dans la manière de le dire et c'est révolutionnaire dans l'importance qu'on accorde aux éléments que je vais vous citer dès maintenant. Donc, pour aider à la mise en place du système, en fait, heu, donc premièrement, c'est vraiment bateau, hein, mais ça change tellement de choses, c'est de réorganiser son environnement physique et digital. Alors oui, c'est dur et c'est bateau et ça demande, un effort, mais ça change tout. En fait, si on rend le changement qu'on souhaite visuel, qu'on enlève la tentation et qu'on fait en sorte que, par exemple, si on veut enlever une mauvaise habitude et la remplacer par une bonne, que la mauvaise habitude soit plus difficile à faire que la bonne, de par l'agencement de son environnement, comment on fait il y a plein de petites techniques, hein, pour rendre les choses, plus ou moins accessibles, plus ou moins difficiles. Bah, déjà, mais l'effort en moins à faire, enfin, c'est presque donné. Mais bon, j'ai plein d'autres choses à dire, hein, mais déjà, je trouve que celui-là même est vraiment bien. Par exemple, chez moi, au début où, j'ai fini, fin janvier mon alternance que j'ai arrêtée parce que, bah, je voulais me lancer dans le podcast. Pour la faire courte, hem, j'avais pas de bureau parce que donc je vis, dans un appartement de 37 carrés avec mon copain et on a un bureau et une table pour manger et du coup, moi, je travaillais sur la table pour manger, mais sauf que c'est dans le salon. Donc souvent, je m'asseyais, sur le canapé pour travailler depuis le canapé parce que, bah, la table elle était peut-être pas, tout le temps propre parce qu'on va manger dessus et cetera et bon après bon ça c'était pas sale, hein, on n'est pas non plus, un couple insalubre, mais et en fait, au bout d'un moment, de quelques semaines, je me suis dit: «Mais, bah, c'est plus possible quoi, j'ai pas, je suis pas dans un environnement qui rend facile, le travail. Je suis dans un environnement qui rend facile le loisir». Et du coup, j'ai réquisitionné la table, de la salle la table où on mangeait et après je pouvais le faire, hein. Ça aussi, c'est un truc, si vous pouvez pas j'ai adapté à mon contexte finalement. Donc j'ai réquisitionné cette table, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit: «Bon voilà, je trouve que c'est plus important que j'ai un bureau plutôt qu'on ait une table pour manger» et il a dit: «Bah OK»
Et j'ai installé tout mon setup de travail sur cette table. Et depuis, et chaque soir, je fais bien attention que mon ordinateur soit en place pour que le matin, en fait, quand je me lève, bah, j'ai juste à m'asseoir et tout est prévu pour le travail, quoi. Bon, ça c'est vraiment bête et c'est vraiment la base, quoi. Enfin, quand j'y pense, j'avais juste pas de bureau, quoi. Mais j'ai quand même agi dans ce sens et je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est plus possible d'aller, dans des cafés et tout pour avoir une ambiance de travail. Il faut que je crée mon ambiance de travail» et en fait, c'était ça qui me manquait, quoi. C'était pas la force de ma volonté, c'était juste de me set up for, success. Bon, je me suis changée parce qu'il fait au moins 45 degrés dans ma chambre et que, c'était bien sympa, 3 minutes le haut blanc tout joli, mais là, on revient en étant plus à l'aise. Donc voilà, et ça, c'est vraiment, encore une fois, adapté à son contexte et il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et en vrai, je vais pas dire 36 000 exemples, mais en fait, je le fais pour tous les nouveaux toutes les nouvelles choses que je prends, bah, je réorganise un petit peu pour me dire: «OK, bah, ça va vraiment m'inciter à faire» et ça marche à chaque fois. Bon. Ensuite, un problème, à la mise en place d'un système, c'est, le fait qu'on doive constamment prendre des décisions et qu'on fasse face à une multitude de choix, chaque jour. Parce qu'en fait, ça nous prend énormément d'énergie, énergie qu'on n'a pas mis du coup dans la mise en place, dans dans le fait de faire la nouvelle habitude et c'est pareil aussi pour le fait de trop réfléchir. Mais ça c'est aussi un frein pour pas agir, mais c'est un peu les 2. Et du coup, bah, par rapport à ça, c'est bien de quand on a trop de pensées qui nous assaillent, bon déjà de faire, le truc de pas de téléphone 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais ça voilà. Et juste d'avoir un carnet où on note, on note, on note, sans que ce soit utile. C'est vraiment juste pour décharger, décharger. Et si vraiment il y a une pensée qui nous assaille et on a beau la noter, ça marche pas, de se programmer un créneau où on se dit: «OK, à 18 h, ce problème-là, je m'en occupe». Et comme ça, bah, au moment de la journée où cette pensée arrive, on se dit: «Bah, je m'en occupe à 18 h». Et ça, je trouve que quelque chose pour moi qui marche bien dans ce sens-là, c'est d'aller voir une psy. Parce que s'il y a des malheurs qui m'arrivent, ce qui arrive malheureusement, comme à tout le monde, et ben, je sais que je vais ruminer cette pensée et bah, depuis que je vais voir la psy, je me dis: «Bah, de toute manière, j'ai pas les clés, je lui en parlerai» et du coup, ça m'aide dans mon quotidien à pas me focaliser sur le négatif, à pas me dire: «Ah mais il y a ça» et me dire: «Bah, j'ai un moment prévu dans le mois pour, faire le point sur ces choses-là» et du coup, c'est hyper utile, voilà, pour la création du système, aller voir des psys. Ensuite, une super idée encore, c'est de compter sur les habitudes qui aident. Attends, non, c'est pas ça. C'est d'avoir des habitudes qui rendent les autres faciles. Et ça, en fait, créer un système, c'est finalement créer une base d'hygiène de vie qui juste rend facile ensuite tous les petits changements qu'on veut implémenter dans notre quotidien. Et pour moi, dans les habitudes de base qui peuvent, bah, changer la donne et faciliter énormément, l'adoption de nouvelles habitudes, c'est, bah, comme je le dis depuis tout à l'heure, développer sa rigueur pour, avoir moins de temps de distraction et laisser la place au cerveau de se régénérer et d'avoir des idées de génie d'arriver. Ensuite, c'est d'avoir une activité qui augmente notre énergie. Par exemple, bah, moi, c'est tout bête, c'est le sport, mais quand je fais du sport, bah, je vide ma tête et en plus, après j'ai plus d'énergie parce qu'en général, en fait, toute la journée, ce qu'on fait, ça nous en prend, ça nous en prend, ça nous en prend et d'avoir des activités qui nous en donnent, bah, ça change tout pour après, bah, remettre cette énergie dans des choses qu'on veut réaliser. Et après, il y a des choses basiques comme, bah, mieux dormir, travailler sa pensée positive et cetera. Et ça, peut-être que vous en avez certaines qui sont plus ou moins faciles à mettre en place selon, bah, ce que vous faites déjà dans votre quotidien et même peut-être prendre plus conscience de celles que vous avez pour les faire, à fond et qu'elles soient vraiment bénéfiques, pour après les changements que vous voulez implémenter. Et ensuite, un peu lié, c'est de céder des habitudes qu'on a déjà dans les habitudes à mettre en place. Par exemple, moi je teste en ce moment une boisson à base de champignons qui est censée, bah, aider,
à rendre plus calme, à réguler le stress, à rendre moins fatigué, et cetera. Et je me dis: «Bah, c'est pas mal, hein, les champignons, au moins ça pollue moins que certaines boissons» et moi, le matin, j'aime bien me faire des petites boissons et du coup, je me dis: «Bon, bah, là, c'est une alternative qui est plutôt bien». Et en fait, alternative qui est plutôt bien et qui est facile à mettre en place parce que, bah, le matin, j'avais déjà ce réflexe de me préparer quelque chose et bah, là, juste, bah, je prépare avec, une potion différente, j'allais dire, une poudre différente et en fait, des choses comme ça dans le quotidien qu'on peut changer un petit peu, il y en a plein et en fait, après, on s'en aperçoit même plus, quoi et là, je pense que vraiment, c'est même pas 21 jours pour prendre une nouvelle habitude parce que c'est déjà, dans quelque chose qui est ancré et donc ça peut être quelque chose de basique comme ça ou ça peut être aussi de mélanger, une habitude qu'on veut prendre qui est pas forcément, hyper agréable à quelque chose qu'on aime faire. Par exemple, moi j'aimerais plus lire, bon quoique lire c'est agréable, mais bah, du coup c'est même pas forcément agréable, mais juste quelque chose qu'on fait pas quoi, qu'on n'arrive pas à mettre en place. Moi j'aimerais plus lire et ce que j'adore c'est aller dans un parc et bah, peut-être qu'au lieu d'aller dans un parc et de juste, écouter de la musique, bah, j'apporte un livre. Mais bon, en vrai, je vais pas non plus dans les parcs, mais c'est l'idée quoi. Si j'allais dans les parcs souvent, bah, ce serait, bah, apporter mon livre. Mais j'ai pas d'exemple concret pour moi là. Et ensuite, pour mettre en place un système, il faut et rester raisonnable, il faut pas raisonner en liste de choses à faire, mais vraiment devenir la personne qui réalise les changements espérés. Parce qu'en fait, si on se «contente» entre guillemets de faire des listes, certes, bah, on va faire plein de choses parce qu'on les aura notées et on n'aura pas cette charge mentale-là, mais on va jamais décider par nous-mêmes de le faire et en fait, l'habitude, elle se crée aussi parce qu'on y pense et là, on n'y pensera pas, ce sera noté et si c'est pas noté, bah, juste, l'habitude disparaît, comme un elfe de maison d'un claquement de doigts et ça semble logique parce que juste on l'a pas intégré dans notre cerveau, on l'a juste noté quelque part. Alors peut-être qu'au bout mais alors du coup, l'habitude serait peut-être prise au bout de très longtemps, plus de 21 jours parce que, bah, forcément quand même la répétition, heu, même si elle est pas consciente, on 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 la fait quand même, ça s'ancre, mais vraiment de manière beaucoup moins rapide. Après on peut, vraiment je bannis les listes pour prendre des habitudes, hein, c'est hyper utile d'avoir, de pouvoir noter, je sais pas, son rendez-vous chez le médecin et cetera et de pas tout garder en tête, ça c'est sûr. On Et du coup, si jamais on a peur de pas s'en rappeler et qu'on a besoin d'une liste pour pouvoir, se rappeler de faire le changement qu'on veut, bah, pour moi c'est vraiment, clair et net. Ça veut dire qu'on n'a pas bien mis en place son environnement et qu'on a trop de choses en même temps et ça veut juste dire que, bah, ça va pas marcher, quoi. Si on est censé quand même pouvoir adopter de nouvelles habitudes sans avoir à la noter. Mais par contre, ce qu'on peut faire à l'écrit, c'est de se visualiser en tant que la personne qui réalise le changement et de visualiser, la meilleure version de nous-mêmes, après avoir fait ce changement et les obstacles qui peuvent, se mettre en travers de notre chemin. Donc essayer d'imaginer vraiment ce qui peut nous arrêter ou ce qui peut rendre difficile le changement pour, bah, peut-être un peu, prévenir plutôt que guérir. Et aussi moi, quelque chose qui marche beaucoup je trouve, c'est d'impliquer mon entourage et alors soit de juste dire mes objectifs et de dire: «Bon, bah, je vais, je sais pas, genre, sortir cet épisode, mardi» ou de faire des pactes de naine, mais ça, c'est ma petite technique secrète. C'est souvent par rapport aux mauvaises habitudes. Par exemple, je l'ai souvent fait pour, le scroll, bête, parce que pas pour le scroll qui m'apporte des choses où je prends des notes et tout, mais pour le scroll bête, je fais des pactes où en gros je m'engage auprès d'un proche et je lui dis: «OK, bah, pendant un mois, j'ai interdiction de scroller et si jamais je déroge à la règle, je te donne 100 €» et j'ai jamais perdu parce que j'ai vraiment pas envie de perdre 100 €. Après, faut faire, aussi à la hauteur de ses moyens. Si vous êtes milliardaire, bah, faut donner lui 1 milliard.
Mais c'est vraiment une bonne technique, mais même sans ça va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit et si je mettais des systèmes je pense que de monter par exemple, mon environnement digital, il faudrait que j'ai la volonté de le modifier un petit peu, mais si on est dos au mur, bah, en vrai, c'est une bonne technique pour se dire: «Bon, bah, on se rappelle, on se dit: "Non, 100 €". C'est peut-être la meilleure technique de ce podcast finalement. Les biais cognitifs, les tendances naturelles du cerveau, on s'en fout, l'argent, c'est ça qui compte. Money time et mais d'ailleurs, bah, en parlant d'argent aussi, investir dans son changement, ça aide. Par exemple, si là, je me suis inscrite à un club de gym, j'ai payé l'adhésion. Je peux vous dire que je vais y aller, à tous les entraînements sans en louper un, au vu le prix que ça m'a coûté. Mais bon, ça, faut pas être, dans l'aisance financière, sinon, bah, ça vaut plus rien. Mais bon, je pense que la plupart des gens ne sont pas dans l'aisance financière, donc investissez dans vos projets, ce sera en fait, c'est juste faire en sorte que échouer soit plus difficile que réussir. Non, oui, si, c'est ça, que et du coup, bah, si vous mettez beaucoup d'argent, bon, bah, vous êtes obligé de réussir, quoi. Là, c'est et aussi, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'humain a quand il change, a envie de voir les résultats tout de suite et du coup, ça lui donne envie de tout faire d'un coup ou de s'impatienter et du coup de pas vouloir le faire du tout et bah, je trouve que le fait que ce soit pas juste une chose de plus, sur la liste des choses à faire et que ce soit ancré dans le quotidien et ben, on «l'oublie un peu» entre guillemets. Enfin, c'est comme se laver les dents. On n'a pas envie de tout de suite voir, ce que ça nous aurait évité, de bien se laver les dents et bah, c'est pareil, par exemple pour le sport. D'en faire régulièrement, on est content. Si on regarde les résultats, on est content. Mais je trouve que ça enlève cette impatience de se dire: «Ah, je veux que ça va plus vite, que ça aille plus vite» et cetera. Parce que, bah, en fait, le chemin est agréable et le fait de le faire est agréable. Donc on oublie un peu cette impatience qu'on aurait pu avoir au départ de: «Je fais ça pour cet objectif». Ensuite, si on veut encore exploiter un petit peu notre, cerveau, il faut savoir que le cerveau aime, avoir la preuve qu'on change et en fait, il a pas besoin de beaucoup, mais si on peut noter, hein, les petits trucs: «Ah bah tiens, j'ai réussi à faire ça, machin» et en fait, il va désirer de plus en plus le progrès par rapport à ce changement-là, même sans savoir l'objectif final et ça va nous donner un peu de la dopamine parce que certes, réaliser la chose, ça nous donne de la dopamine, mais les petites victoires et les changements sur le chemin, ça en donne aussi. Donc c'est aussi quelque chose de positif, pardon, et ça va nous donner de l'énergie et ça va nous permettre de continuer sur le chemin du changement qu'on aimerait réaliser. Parce que, si on se focalise sur ce qu'on réussit et ça semble logique, hein, parce que quand on se focalise sur ce qu'on a mal fait ou nos défaites, bah, ça nous prend de l'énergie. Alors que si on se focalise sur ce qu'on réussit, là, l'énergie afflue. Et enfin, mon préféré qui est vraiment, bah, je trouve très lié au fait de faire petit à petit et moi j'aime bien la lenteur et cetera, c'est le repos stratégique. Et de se dire que, bah, encore une fois, le cerveau a besoin de se recharger et bah, juste il faut prévoir des moments et ne pas et que ce soit pas en réaction. De de ne pas attendre d'être à bout pour se reposer et de se reposer à des moments, fixés parce que, bah, nos ressources cognitives sont limitées et on a besoin de se recharger, de se ressourcer pour pouvoir mieux avancer par la suite. Et je trouve ça hyper logique et du coup, c'est le cas pour le cerveau, mais ça vaut aussi pour le sport. Par exemple, les muscles, ils grandissent pendant le repos, pas pendant, l'activité et donc si on s'acharne, on aura beaucoup moins de résultats que si on respecte le repos pour que les muscles grandissent. Ça, on connaît si vous faites de la musculation ou un sport, vous devez être bien au courant et bah, dites-vous que le cerveau, c'est pareil. On a besoin de se reposer et ça peut être du repos, déjà, bon, avoir, assez de sommeil et ça peut être aussi quelquefois dans la journée, prévoir en temps ou 10 minutes, bah, juste on est là et on pense à tout et n'importe quoi ou, avoir du contact avec la nature aussi, ça permet de bien se reposer et de recharger ses batteries donc il y a plein d'astuces et surtout que
Je trouve que par contre ça, on arrive bien à le comprendre parce que c'est souvent qu'après une bonne nuit de sommeil, on a une solution qui nous arrive où on se dit: «Ah mais oui, c'est ça» ou alors, dans notre douche, on se dit: «Ah mais punaise, mais en fait, on pourrait faire ça, ça, ça» et du coup, je trouve que c'est assez facile de comprendre qu'en fait, qu'en s'arrêtant 2 secondes et bah, notre cerveau, il connecte, les points, Oh mais c'est trop bien! Je suis encore donc devant ma fenêtre et je vois un nuage qui a la forme d'un bélier et comme si c'était un bélier qui jouait au foot. Non, un mouton, un mouton. Ah, mais on en voit des choses. Bah, voilà, là je me repose un peu pendant l'épisode. Ma mon esprit, vagabonde, devant et imagine des choses avec les nuages. Bon, les autres, ils ont des formes de nuages. Mais du coup, voilà, donc s'arrêter pour, encore une fois, laisser les idées de génie arriver. Et c'est aussi lié un peu à la lutte contre la sédentarité, parce que si on a un travail de bureau, c'est pas inutile de s'arrêter toutes les... Enfin, c'est même recommandé de s'arrêter toutes les heures pour marcher un peu, pour regarder au loin. C'est pour ça d'ailleurs que je regardais au loin, parce que ça fait trop longtemps que je suis assise. J'avais besoin pour mon cerveau, pour la santé de mes yeux, de regarder les nuages. Mais non, mais sérieusement, on a besoin de bouger un minimum, et régulièrement et du coup, bah, ça permet aussi, bah, de s'aérer l'esprit tout simplement. Mais ça je trouve quand même que c'est des notions qu'on a plutôt bien. Mais c'est important c'est bien de se dire que c'est scientifique et que ça marche vraiment et que ça peut concrètement nous aider à avoir une base de vie qui fait que quand on met les habitudes, bah, la motivation peut jouer un petit peu, mais elle n'est pas essentielle. Et surtout pour le mode de vie durable, je trouve que c'est très intéressant parce que ce que je prône, c'est vraiment un changement de mode de vie. C'est quand même conséquent, quoi. Et avoir un système, et intégrer ces choses-là, ça permet de pas juste faire une série d'éco-gestes notés sur une to-do list, quoi. Voilà, mais ensuite, donc ça c'est pour le système, mais quand même pour adopter un changement, il faut enfin moi je me suis un peu inspirée des objectifs SMART qu'on utilise en général en management enfin dans les entreprises pour qu'un objectif soit bah, qu'on réussisse nos objectifs quoi parce que je me dis bah en fait c'est ça un changement ça a besoin de ces qualités là et je crois que j'ai un peu adapté quand même parce que un système c'est bien mais au bout d'un moment il faut quand même savoir un minimum ce qu'on veut faire donc déjà il faut être capable d'expliquer clairement ce qu'on veut et, et d'avoir une vision claire des bénéfices que ça nous apporte. Pour qu'en fait, ça nous donne sincèrement envie et que cette envie-là, c'est au-delà de la motivation, c'est ancré, quoi. Je sais pourquoi je fais les choses et forcément, ça va aider à le maintenir plus longtemps. Et ça, bon, ça peut sembler bateau, mais il faut aller au-delà de juste, oui, bon, moi, je fais ça pour ça, et de se dire, mais est-ce que vraiment essayer de creuser un peu plus profond de pourquoi on veut faire les choses et peut-être qu'on s'apercevra qu'au final, bah, en fait, on n'a pas vraiment envie. Et je trouve que pour le développement durable, c'est du coup important d'avoir conscience des enjeux et d'à quel point nos actions peuvent aider pour garder cet espoir-là et de faire tout ça dans l'espoir d'une vie meilleure et pas juste parce qu'on se dit bon bah faut bien le faire quoi. Ensuite, il faut pouvoir le mesurer, mais alors pas, forcément de manière précise, mais connaître un peu les limites et juste, bah, savoir, quand est-ce que c'est quelque chose d'acquis, enfin concrètement, en fait, comment j'aimerais faire les choses. Mais en fait, je pense que pour mettre en place une habitude, notre volonté, elle doit jouer au début en mode: «OK, je fais ça, ça», je mets en je définis les choses et après ça roule tout seul, quoi. C'est et un peu lié au fait que ce soit mesurable, d'avoir des choses atteignables, de se dire: «OK, donc ces limites, est-ce que vraiment par rapport à mon contexte et par rapport à ce que je sais, être capable de faire», donc là encore une fois être honnête avec soi-même, est-ce que j'arriverai à le tenir sur le long terme? Et vraiment prendre des choses facile, de se dire qu'en fait, ne pas faire vaut mieux quelque chose d'hyper facile pour que ce soit vraiment une base, la base du système et que ce soit un peu ridicule de pas le faire, que quelque chose d'ambitieux. Parce que
Il y aura toujours des jours où on fera la chose ambitieuse. Par exemple, on peut se dire: «OK, mon objectif, c'est une pompe tous les matins». Et mais il y a des jours où on aura la volonté, on dira: «Bah, en fait, aujourd'hui, j'en fais 6 en fait». Et des jours où on sera moins bien, bah, on va quand même faire une pompe. Enfin, ça va, on peut faire une pompe, même si c'est sur les genoux, parce qu'en vrai, une pompe, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, il faut pas sous-estimer, en fait, le pouvoir des petites actions parce que déjà la répétition aide, même si on en faisait tout le temps qu'une, ça aiderait. Vaut mieux en faire, une, pendant, 6 mois ou, enfin pendant, 4 ans plutôt que 10 pendant, 1 semaine. 10 par jour, hein, enfin, bien sûr. Et là, forcément la régularité, gagnera et on sera beaucoup plus fort que si on avait fait, beaucoup d'un coup. Mais de toute manière, on sait très bien que, c'est juste une habitude à prendre, ridicule à pas faire et que les jours où on aura plus envie, on fera. Bon, je me répète, mais c'est pour bien, marteler l'idée. Et après ce qui est dur, c'est de se connaître en vrai, de se dire: «Bah, est-ce que j'ai pas vu trop gros?» Même si je pensais que c'était ridicule, bah, en fait, c'était pas si ridicule que ça et bah, tant pis, on n'abandonne pas, on a échoué, c'est la vie, faut, on recommence et on continue. C'est pour ça aussi ça fait mal au cœur, hein, de voir, que ça passe de 18 à 13, c'est pour la consommation, très responsable. Là, c'est les gens, ils ont juste abandonné parce que, parce qu'en vrai, ça a été mal fait, quoi, parce que c'est pas censé être trop dur si on le fait de manière raisonnable, en respectant son rythme, et cetera. Même si ça prend des années d'avoir une consommation, responsable, ça prend des années, mais au moins ça reste après. Et surtout qu'au bout d'un moment, on sera bien tous obligés d'y aller, donc autant y aller, de manière tranquille et dès aujourd'hui en respectant son rythme. Mais bon. Puis en plus, je trouve que ça rend les choses, attrayantes de se dire: «Bah oui, on c'est pas qu'on nous demande pas d'être parfait, c'est juste que c'est impossible de devenir parfait tout de suite». C'est pas qu'on demande pas, c'est juste que, bah, personne peut y arriver. Enfin si, en vrai, je pense qu'il y a des exceptions. Ah, les exceptions. Mais du coup, je trouve ça plus attrayant de se dire: «Bah, en fait, je vais faire de mon mieux». Je vais déjà, ça sera mieux pour moi, parce que, bah, la plupart des choses qu'on fait pour l'environnement et cetera, c'est aussi mieux pour notre santé et cetera. Mais en plus, bah, j'aurais pas une pression de temps, une pression d'être parfait et peut-être, dire ça aussi par rapport à la peur du jugement, de se dire: «Bah, oui, je suis en train de changer et bah, ça prend du temps, mais je crois en la régularité, je crois, au système, je crois au fait que faire un petit peu, mais tout le temps, c'est hyper bénéfique». Et quand vous allez regarder en arrière, par exemple dans 5 ans, si vous commencez maintenant et que dans 5 ans, vous regardez en arrière, le changement sera fou et sauf que ce sera passé inaperçu, tellement les habitudes, c'est tout un art. Et ensuite, se mettre un objectif de temps. Donc là, c'est à moduler, comme j'ai dit un peu. En général, c'est 21 jours, mais je pense que parfois, on peut voir si, c'est pas nécessaire un peu plus et parfois, c'est nécessaire moins. Mais être honnête et peut-être, prendre une marge un peu plus supérieure pour être sûr d'avoir adopté l'habitude. Et peut-être que je vais vous donner un exemple que j'ai mis en place récemment et qui reprend un peu tous ces objectifs. Je me suis mise à écrire des pensées positives tous les jours grâce à une amie à moi qui m'a offert un carnet de pensées positives où bah, tu as des lignes à remplir. Voilà, quelle était ton humeur aujourd'hui, trois good experiences, c'est en anglais, mais good experience of the day, how do you feel physically, what was your best mood in the day, what's a good thing in your life, un truc un peu général, pas forcément du jour. Et là, ça fait 40 jours à peu près que je le tiens et j'ai jamais loupé un jour. Et en fait, avec le recul, je m'aperçois que c'est parce que j'ai mis en place toutes ces petites astuces. Et déjà, premièrement, j'étais très convaincue de l'utilité et du bénéfice que ça allait m'apporter. C'était très facilement mesurable par quart quotidien. J'ai mis en place, l'environnement pour, c'est-à-dire que, bah, déjà j'ai mon heure, sans téléphone le matin donc bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai rien à faire, j'écris des trucs positifs. Bon si, j'ai des trucs à faire mais voilà, ça aide quand même de pas avoir le téléphone. J'ai mis le carnet dans un emplacement, assez accessible, et visible pour moi, dès le matin. C'est quelque chose
qui est pas trop ambitieux, parce que ça me prend, après 10 minutes. C'est quand même un peu ambitieux, parce que bon, 10 minutes, c'est pas rien, mais comme j'ai bien, agencé mon environnement autour, ça va. Mais c'est quand même enfin, je veux dire, c'est pas ridicule, quoi, c'est pas, tu une chose, mais c'est quand même pas non plus écrire pendant 1 heure, quoi. C'est 10 minutes, ça reste rien, en soi dans une journée. Dans la manière dont c'est fait, je trouve que c'est un carnet à remplir, donc ça enlève un peu le blocage de la page blanche et c'est répondre à des questions, du coup ça lance un peu la machine et c'est plus facile du coup de conserver cette habitude. Donc ça, c'est aussi quelque chose à creuser, ouais, c'est encore un facilitateur, quoi, de make it, j'aime bien ce truc de se dire de faire, rendre la chose plus difficile, à échouer qu'à réussir. Et franchement, très rapidement, j'ai senti les bénéfices que ça m'apportait et j'ai senti que je changeais et en fait, je l'utilise le matin, du coup, ça me donne vraiment une énergie positive pour la journée et du coup, mon cerveau, il sent le changement et il s'est dit: «Ah non, là, je désire plus de progrès». Elle continue à faire ce petit carnet chaque jour. Donc voilà et d'ailleurs, c'est vraiment, une hyper bonne habitude. Moi, ça fait longtemps, hein, que je l'entends dire, mais je me m'étais jamais lancée et là, j'ai eu un peu aussi la chance d'avoir quelqu'un qui m'offre un cadeau comme ça. Mais franchement, j'ai tellement un autre regard sur le quotidien et un et j'ai moins de moments, en fait, où je suis démoralisée donc à faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie? Déjà, je pense que, bah, les choses un peu importantes, c'est de prendre le temps de modifier son environnement, que la consistance et la régularité dans n'importe quel changement et aussi dans le game de la durabilité, ça c'est la chose la plus importante et la chose qu'on sous-estime. Il faut être honnête avec soi, bien se connaître et faire des choses qui marchent pour nous avant tout, parce que si on fait pas des choses adaptées à notre contexte, bah, on est forcément, on n'arrivera pas à les tenir sur le long terme. Et un peu un spécial, durabilité, c'est de se dire qu'on aura beau écouter 45 000, choses hyper intéressantes, tant qu'on rentre pas dans l'action et qu'on fait pas face à notre, dissonance cognitive entre, bah, nos valeurs un peu de de respect de soi, des autres et de l'environnement, j'aime bien dire ça, et nos actions, on sera jamais vraiment serein et enfin, on va toujours regretter d'être dans la dissonance, pas être fier de soi et voilà, donc c'est pas facile de changer, mais franchement, moi, je trouve que plus j'avance, enfin, plus je suis dans l'action, plus je me dis: «Mais c'est tellement, mieux de tendre vers l'alignement». Ça donne, ça me motive un peu à vivre en plus et que de juste, rester dans son comment on appelle ça? Dans son pas dans son déni, mais dans son le frein qu'on a utilisé, tout début là. Rester dans sa cognition limitée. Rester dans le côté défaitiste. En fait, en fait, on n'est pas franchement, quand on réfléchit, mais on n'est pas venu sur terre pour être défaitiste, quoi. On est là, on a une vie et on nous dit: «Bah, OK, vous faites ça et ça abîme l'environnement» et nous, on est là: «Non, mais trop dur le changement». En vrai, c'est dur, hein, mais si on le prend petit à petit et cetera, bah, on peut y arriver quoi et on sera il y aura beaucoup plus d'ondes positives et on aura une vie, moins tournée vers le négatif, je pense. Surtout qu'il y a vraiment énormément de choses à faire et même s'il y a des freins qui vous semblent, ne pas pouvoir être dépassés, mais il y en a tellement d'autres qui qui peuvent l'être et je suis sûre que chacun peut trouver plein de choses qu'il peut dépasser facilement. Faut encore une fois adapter à son contexte, quoi. Bon, mon téléphone m'a abandonné juste avant la conclusion, ça va, il m'a pas abandonné au début de la deuxième partie. Mais du coup, pour conclure, déjà, j'ai une petite citation qui est sympa de Gandhi qui dit «Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde». Et bah, je trouve que ça résume bien finalement. Pas besoin d'écouter le podcast, c'est quand même quelque chose de sympa quoi. Ouais, on aurait envie que ce soit comme ça, on aurait envie que ce soit comme ça, bah. Et si on agissait pour que ça le devienne? C'est un peu bateau encore, mais voilà, la petite phrase Pinterest. Ensuite, bah, de se dire aussi que tout ce que j'ai dit là, même si s'il y a plein d'infos, bah, c'est pas exhaustif à mon avis et il y a peut-être, d'autres freins que j'ai pas vus et cetera, mais bon, c'est déjà une bonne base et j'aimerais vous faire un petit défi de réfléchir un peu à une ère de votre vie qui vous prend trop d'énergie et de dire: «OK, quel petit changement au quotidien je pourrais mettre en place pour que ce soit,
un peu moins énergivore ou même pas forcément ça, mais juste quel petit changement vous aimeriez mettre en place, là, maintenant, tout de suite et qui soit ridicule de pas faire tous les jours ou une fois par semaine? Moi, par exemple, ce serait les étirements le matin. Parce que ça fait hyper longtemps que je veux faire 15 minutes d'étirement ou de yoga le matin et je les fais pas à chaque fois. Alors que, bon, déjà, c'est pas. Alors que j'écris pendant 10 minutes, hein, mais comme quoi, c'est pas forcément une question de temps tout le temps, le fait que ce soit ridicule ou non. Certes, je fais pas 15, mais je fais zéro, quoi. Et je me dis, mais en fait, là, bah, je vais le faire, de me dire tous les matins pendant une minute, j'espère que c'est pas trop, mais je pense pas, mais pendant une minute, de faire quelques étirements, si je veux un peu de renfort, etc. Parce que c'est sûr que si je fais ça pendant 5 ans, bah, dans 5 ans, bah, je serai beaucoup plus souple, ou beaucoup, peut-être moins de douleur et cetera que si je l'avais pas fait. Même si c'est que 1 minute par jour, bah, en vrai, ça fait 7 par semaine, hein, c'est pas rien non plus. Bon après je fais d'autres sports à côté donc pas rien non plus et en respectant, toutes mes et en faisant en sorte que mon environnement, permette de faire ces minutes d'étirement, mais normalement ça devrait le faire. Bon bah si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches pour qu'ils puissent bénéficier d'une vision assez positive de tous ces sujets-là. Et puis même si vous avez envie de les motiver au changement ou de discuter de ça avec eux, vous pouvez aussi discuter de ça avec moi si vous voulez laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, je serais ravie d'entendre toutes vos réflexions par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Cette vie est belle.